BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui n'a qu'une seule ambition, vous donner envie de lire des livres d'économie. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous leur consacrerons la première partie de notre émission. Et puis nos deux critiques, aujourd'hui Christian Chavagneux et Julien Damon, un des critiques attitrés des Échos, viendront nous livrer leur coup de cœur et leur coup de gueule, avant que nos chroniqueurs Stéphanie Colo pour le livre d'avant, et puis pas Benahouda Abdedaïm, parce que notre globe-trotteur est parti globe-trotter. Donc ce sont nos deux critiques qui viendront vous présenter aussi leurs livres d'ailleurs, leur sélection de livres étrangers. Et puis évidemment, nous aurons le choix de la dernière minute. Mais tout de suite, on retrouve nos invités. Alors beaucoup de livres sont publiés chaque saison sur les stratégies d'entreprise et toutes les problématiques périphériques sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, le marketing. Nous en recevons beaucoup à la librairie de l'écho et nous avons choisi d'en sélectionner deux cette semaine avec leurs auteurs évidemment qui sont avec nous. Notre premier choix, c'est celui de Guillaume Villon de Benveniste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-américain, vous êtes consultant en innovation. Votre blog, c'est The Innovation and Strategy Blog. Voilà, exactement. Et vous êtes donc l'auteur des Secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley. C'est publié aux éditions Erol. Franchement, votre livre, il est plus original que son titre le laisse penser et on va le découvrir tout de suite. Et puis notre deuxième invité pour parler de l'interpreneuriat. On a aimé tout de suite cette expression. C'est Bruno Vreux. Vous êtes spécialiste de la stratégie d'entreprise, cofondateur du Hub de compétences Stratopé. C'est un livre publié aux éditions du cabinet Archimède et donc ça s'appelle Interpreneuriat. Vous nous direz dans un instant de quoi il s'agit, mais on commence avec vous, Guillaume Villon de Benveniste, avec d'abord un peu d'histoire pour se rappeler que la France a été pendant des décennies et jusqu'à un point culminant qui est la fin du 19e siècle, la championne mondiale de l'innovation. Absolument. Paris 1900, c'est la capitale mondiale de l'innovation. En 1900, la capitale française accueille 70 millions de personnes pour l'exposition universelle, pour les premiers Jeux olympiques, pour l'exposition religieuse internationale. Et on est à une époque avant l'aviation commerciale, avant le transport de masse, donc ça donne l'idée du nombre de personnes et de l'attrait de la capitale française. Et là, vous dites, sur les 30 nouveaux secteurs industriels qui émergent à l'époque, la France est leader dans 23 de ces secteurs. Absolument. La France joue un rôle majeur dans la photographie, dans l'automobile, dans l'aviation. Et beaucoup d'entreprises comme Mercedes se financent à Paris. Oui, alors il y a l'aspect technologique, mais vous le soulignez aussi dans votre livre, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que la France innove, mais Paris est la capitale financière de l'innovation. C'est à Paris qu'on finance les nouvelles technologies. Tout à fait. Et non seulement il y a la capitale financière à Paris, mais il y a un engouement populaire pour l'innovation à Paris. Je cite l'exemple d'un garçon de café qui sert le café dans une brasserie parisienne, qui entend en servant le café les différents projets d'entreprise dont on parle dans la brasserie, et à l'issue du repas, il décide d'investir personnellement dans une action de la société dont il est question. Et ensuite, on lui remet un titre d'action qui est d'une telle beauté qu'il affiche ce titre d'action dans son salon. Donc c'est pour dire qu'il y a une démocratisation aussi de l'innovation et il y a un engouement populaire pour l'innovation à ce moment-là. Donc engouement pour l'innovation, mais aussi pour la bourse, finalement, pour les personnes. Alors j'ai découvert quelque chose dans votre livre qui m'a stupéfait. Vous dites l'avenue de l'Opéra était même conçue pour permettre l'atterrissage des avions. Absolument. C'est pour ça que l'avenue est aussi large. On estimait à cette époque-là que le transport du futur, ça allait être l'avion, que chacun aurait son avion chez lui, en quelque sorte, et que pour aller à Tours, finalement, on pourrait y aller aussi en avion. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la particularité de la
l'avenue de l'Opéra, c'est que c'est la seule avenue à Paris qui n'a pas d'arbres. C'est peut-être une explication pour justement le fait que c'était destiné à recevoir des avions. Qu'est-ce qui fait que Paris, à l'époque, et la France en général, pourquoi tout ça se passait chez nous ? C'est une bonne question. Je pense que c'est le fruit de tout le travail qu'avait fait avant Napoléon III. Le fait qu'il y a une convergence des sciences et des techniques à cette époque-là. Et le fait que la capitale française et l'économie française s'engagent dans les nouveaux secteurs industriels, qu'elle compte beaucoup d'inventeurs comme Pasteur, et qu'ensuite il y a une capacité économique à traduire des inventions en des innovations. Napoléon III, dont le bilan est quand même assez largement sous-estimé encore aujourd'hui. Hein. Il a fait beaucoup en termes de modernisation finalement, à la fois politique économique, infrastructure, investissement. Alors, vous dites, ça c'est bien, mais c'est le passé. Et aujourd'hui, c'est dans la Silicon Valley que ça se passe. Et pas seulement pour des raisons financières et logistiques. Vous dites, l'innovation, c'est avant tout une question de culture. Une capacité à se remettre en question, même quand on est gros. Absolument. Ce qui m'a frappé le plus quand je suis allé dans la Silicon Valley, c'est la finesse de la culture d'innovation et le fait que beaucoup de personnes maîtrisent un certain nombre de méthodes d'innovation avec une finesse qu'on ne soupçonne pas. Donc j'ai voulu restituer dans mon livre ces méthodes, ces démarches. Alors, passons en revue un petit peu les différents ingrédients du succès. On dit d'abord, on dit toujours la Silicon Valley, c'est la proximité des grandes écoles et des grandes entreprises. C'est vrai ? Oui, par exemple à Stanford, il y a la Design School, et là c'est un lieu de brassage de compétences d'ingénieurs, de graphistes, et aussi de grandes entreprises comme Google. Et donc il y a effectivement cette fertilisation croisée entre une variété de compétences. Alors il y a la finance, évidemment. Oui. Mais vous dites, c'est pas que ça. Cette culture, d'où ça vient? C'est-à-dire que comment ces grandes entreprises sont capables de mettre en place une espèce d'ingénierie de l'innovation? Il y a plusieurs choses déterminantes. Il y a l'idée que l'innovation, c'est un vecteur de compétitivité absolument majeur. Donc ça, c'est une conviction qui est portée à tous les niveaux des entreprises que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi l'idée que la vocation de l'innovation, c'est de simplifier la vie des clients et non pas de mettre au point des prouesses technologiques qui ensuite ne trouvent pas d'acheteurs. Il y a l'idée qu'il faut aller le plus vite possible tester ces idées auprès de clients. Alors tout ça, on va y venir effectivement, mais avant, je voulais quand même pointer la contradiction que vous soulevez. Vous dites, il y a une nécessité vitale de l'innovation. Vous reprenez l'exemple de l'industrie musicale, par exemple. Hein, en gros, on est passé du 78 tours au streaming, et tous les géants, à un moment de cette industrie, ont tous perdu pied. Philips a été à un moment le champion de cette industrie, hop, disparu. Sony, pareil, son heure est passée. Et parce que vous dites, en fait, la tendance fondamentale dans une entreprise, c'est pas la rupture, c'est la duplication des modèles existants. Absolument, c'est de répliquer son modèle économique, c'est de continuer à fabriquer la même chose. Or, le client, lui, il va choisir un produit, une forme produit, ce qu'on appelle une forme produit, c'est-à-dire la cassette audiophile de Philips, c'est une forme produit, le CD audio, c'est une autre forme produit. Le client va choisir la forme produit qui lui rend la vie la plus simple possible, qui lui rend le fait d'écouter de la musique le plus simple possible. Et lorsqu'il choisit une forme produit plutôt qu'une autre, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit tout un modèle économique, toute une chaîne de fournisseurs, un ensemble de technologies, donc un système plutôt qu'un autre. Et donc ça remet en cause des positions concurrentielles majeures. Alors, dans les obstacles à l'innovation, on va les prendre un par un maintenant. Vous dites le premier, effectivement, vous l'avez rapidement soulevé, c'est on ne connaît pas assez ses clients. Voilà. C'est très difficile de comprendre ses clients parce que quand on va voir les clients et qu'on essaie d'innover avec eux, ils ne sont pas capables d'envisager des ruptures. Steve Jobs disait que le Macintosh ne serait jamais né dans une étude consommateur. Et donc il faut réussir à observer ses clients dans ce qu'ils font, dans les actes qui sont les leurs. Donc, on ne répond pas aux attentes des clients. C'est pas le client
qui vient vous demander le produit dont il a envie, en fait. Exactement. Il faut comprendre son quotidien, il faut comprendre l'ensemble de ses activités de consommation ou de ses activités de production. Et pour chaque activité, il faut voir comment on peut rendre cette activité plus facile, plus simple, plus accessible, moins chronophage, plus ergonomique. Alors, deuxième obstacle à l'innovation, vous dites, c'est le défaut de créativité. Oui, il y a un très gros défaut de créativité. Il y a une telle pression du résultat, de l'excellence opérationnelle, de l'alignement stratégique, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise se dirige dans une orientation particulière et que tout le monde doit aller dans cette direction-là, qu'ensuite il est très difficile de penser de façon divergente, de penser de façon associative, de penser sans être dans une logique d'efficacité productive. Out of the box. Voilà. Mais comment ça s'organise, ça? Parce que on se met pas comme ça, le nez en l'air, les bras croisés sur le bureau, en se disant on va innover. Comment on industrialise en fait la pensée de rupture? Alors, il faut déjà faire un travail pour comprendre ce que les clients cherchent à faire. On en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a une compétence cognitive qui s'appelle la fertilisation croisée, dont Steve Jobs parlait beaucoup, qui consiste à associer des mondes différents. Par exemple, quand on associe le fait de vouloir écouter de la musique avec la technologie digitale, on arrive au fait de faire du streaming, par exemple. Ou alors, on arrive à de la musique digitale. Donc, en fait, c'est d'associer les technologies nouvelles, les technologies de notre temps, avec ce que le client cherche à faire dans son quotidien. Et le troisième obstacle, vous dites, après donc le manque de connaissance des clients, le défaut de créativité, c'est la sous-estimation des potentialités du numérique. Oui, en France, on a eu beaucoup de mal à bien comprendre le caractère transversal de cette technologie. Il y a une quinzaine d'années, et encore aujourd'hui, on a cru que la technologie digitale avait pour fonction de faire des emails. Mais en réalité, c'est une technologie transverse qui touche l'ensemble des secteurs économiques. Et tant qu'on ne s'est pas posé la question de comment elle peut bouleverser le secteur économique dans lequel on opère, on n'a pas vraiment compris les enjeux de notre époque. Alors l'autre clé, par contre, du succès, et vous dites il faut absolument tester sur les premiers clients et après adapter en permanence. Vous citez l'exemple de Criteo, par exemple, qui a pas réussi du premier coup. Comment on fait pour justement adapter en permanence son offre? Donc effectivement, Criteo a testé 4 modèles économiques différents avant de trouver celui qui allait lui assurer un succès notamment boursier. Ouais. Et quand on teste ces produits avec ses clients, la question qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va déclencher l'acte d'achat? C'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que le client irait acheter ce produit et pour quel prix? Et comment est-ce que ce produit qu'il va acheter va rendre son quotidien plus simple? Voilà, c'est vraiment la ligne rouge, le fil rouge que chacun doit avoir en tête. Alors vous insistez aussi sur l'efficacité du collaboratif. Hein, vous prenez l'exemple des encyclopédies, vous dites il y avait 3 concurrents. En fait, si on prend Universalis qui est de l'ère pré-digitale, vous aviez Encarta qui est de l'ère digitale, et vous avez Wikipédia qui est le collaboratif. Wikipédia n'était absolument pas favori au départ, et pourtant Wikipédia a écrasé tous les autres. Absolument. Ça, c'est un enseignement majeur de notre époque. Quelques années seulement après la fin de la guerre froide, on assiste donc à cette bataille industrielle dont vous parlez. Et en l'espace de 10 ans, une entreprise qui n'existait pas, qui est très récente, prend le pas sur les entreprises qui sont multiséculaires ou qui sont soutenues par de grands acteurs logiciels et financiers comme Microsoft. Et je crois que tant qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire, tant qu'on n'a pas compris que ce type de bataille va se répéter dans tous les secteurs, par exemple dans l'hôtellerie, par exemple dans le transport des personnes, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris non plus les enjeux industriels d'aujourd'hui. Alors justement, le collaboratif, ça nous emmène tout droit vers votre livre, Bruno Vreux, Interpreneuriat, et je le prononce bien. Alors l'interpreneuriat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Non. Si, bien sûr. L'interpreneuriat, ça consiste à créer de la valeur à l'intersection de plusieurs entreprises. Donc, d'où le mot inter. Alors, je vais prendre un exemple. C'est notre smartphone. Notre smartphone, il nous sert à quoi en fait? À téléphoner un peu, à lire les infos beaucoup,
c'est quand même intéressant. Pouvoir jouer même. Je pense qu'on peut se l'avouer. On peut aussi consulter les cours de bourse. On peut faire des tas de choses et prendre des photos. Et en fait, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un smartphone? On achète tout ça. Et on a donc accès à un écosystème. On achète un ensemble d'usages qui autrement seraient éparpillés un peu partout. Et donc, ce qui intéresse le consommateur là-dedans, c'est les relations qu'il y a entre les produits. Alors vous dites, on est à l'intersection des fonctions, on est à l'intersection des métiers. Vous citez aussi l'exemple de l'IRM, oui. Qui est à la fois le fruit de la médecine, de l'informatique, et en gros l'idée c'est qu'on arrive à bâtir une offre qu'on n'aurait jamais pu bâtir tout seul, finalement. Voilà, exactement. Comme vous le dites, l'IRM, qu'est-ce que c'est? C'est de l'informatique, c'est de la médecine, c'est de la chimie, de la physique. C'est tout ça en même temps. Et en fait, aucun de ces protagonistes-là n'aurait pu créer à lui tout seul cette offre, n'aurait pu produire cette innovation d'IRM sans les autres. Donc isolément, les gens qui étaient à la base de ça au niveau de l'informatique continuent à faire de l'informatique. Idem pour la recherche médicale. Mais ensemble, ils ont un produit commun qui évidemment est original. Et là, on est vraiment dans l'innovation de rupture, d'ailleurs, et qui permet d'ouvrir des marchés, l'océan bleu, comme on dit. Alors, en même temps, c'est vrai que les relations entre entreprises, c'est pas nouveau. Les entreprises, elles ont des fournisseurs, elles ont des partenaires, mais vous, c'est encore autre chose. Oui. Alors, quand on parle d'entreprise, disons de quelles entreprises il s'agit, parce que parfois on me dit, tiens, pourquoi vous vous intéressez aux particularités des PME? Les PME ne sont pas des entreprises particulières. Ouais, ça c'est un point important là, vraiment dans votre livre. Vous dites attention, une PME, c'est pas la reproduction en petit d'une grande entreprise, c'est une autre logique. Bien sûr, il y a plus de 3 millions d'entreprises en France. Savez-vous combien il y a de grandes entreprises? 0,5%. Oui, un peu moins de 250. Ouais. Donc en fait, c'est les grandes entreprises qui sont un peu particulières. Si vous voulez, en général, ce sont les PME. Et une PME, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par la personnalité de son dirigeant et de son engagement assez fort dans sa structure. Et une PME ne peut pas se permettre de recruter des tas de compétences à l'extérieur. Et comment s'y prend un chef d'entreprise pour développer son entreprise? Il va nouer des relations tout autour de lui. On parle souvent du réseau de relations d'un entrepreneur. C'est ça qui va créer la base de l'écosystème. On est vraiment en l'ignition, comme on dit. Alors justement, quand vous dites, vous parlez d'écosystème, vous dites ça change le rôle du dirigeant d'entreprise. Alors pour le dire en termes savants, vous dites il passe de l'homo economicus à l'homo reticulus. Expliquez-nous. Alors l'homo economicus, c'est quoi? J'ai caricaturé. C'est quelqu'un qui, avec une dose donnée de ressources, va essayer de les exploiter au maximum à son unique profit. Quand on est un homme réticulus, c'est-à-dire un homme de réseau, ce qu'on va faire, c'est mettre en commun l'ensemble des ressources des différents protagonistes, et ce qu'on va rechercher, c'est l'avantage pour l'ensemble de la communauté. Et si vous voulez, l'entrepreneur, à ce moment-là, ne peut plus maximiser ses avantages en étant égoïste. Nécessairement, pour s'enrichir, pour développer son entreprise, il a besoin des relations qu'il va entretenir avec les autres. Alors, théoriquement, ça se comprend très bien. Mais tout de suite, quand on essaye d'imaginer comment ça peut se passer au quotidien, j'ai envie de dire, ça paraît tout de suite beaucoup plus complexe. Imaginons qu'on ait une PME qui a des idées. Concrètement, comment ça se passe? Comment on s'y prend sur le terrain? Vous en voyez plein des entreprises. Oui. Alors, justement, les PME, elles occupent beaucoup le terrain, et surtout les dirigeants de PME. Alors, au fur et à mesure des circonstances, par hasard, on est amené à rencontrer d'autres dirigeants de PME, parfois dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Vous vous rappelez, un peu comme les gens qui sont à la recherche médicale et les autres dans l'informatique. Et puis, comme il s'agit de petites entreprises, les rapports sont plus personnels entre les individus, et donc on va se découvrir des affinités, et on va régulièrement se voir.
on a là une première étape qui est une étape de communication. C'est-à-dire qu'on va être le plus transparent possible et on va se communiquer des informations. Et puis après, on va aller plus loin. Donc, première étape, communication. Première étape, communication. Deuxième étape, collaboration. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ensemble toute une série de ressources. On va partager, ce qui va permettre de décupler ses forces. Deuxième étape, collaboration. Et troisième étape, l'objectif de la troisième étape, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'à partir de ces ressources, on va essayer de développer des objectifs communs et plus individuels. On ne va plus additionner des objectifs individuels, mais formuler des objectifs communs. Et à partir de là, forcément, puisqu'on n'est plus tout seul, on va essayer, on va s'orienter petit à petit, de façon tout à fait naturelle d'ailleurs, vers l'innovation de rupture ou d'autres types d'innovation. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'innovation ouverte, qui là encore joue un rôle considérable. C'est-à-dire redites-nous ce que c'est exactement que cette open innovation, comme on dit. Le principe de base, c'est qu'en gros, tout le monde peut contribuer à enrichir, à améliorer en permanence. C'est pas qu'on puisse, il faut le faire. Il faut le faire. L'innovation est souvent perçue, c'est pas le cas de Guillaume, mais l'innovation est souvent perçue comme quelque chose qu'on fait en secret et qu'on va protéger. Quand on est dans l'open innovation, là, on va mettre tout le monde à contribution, si vous voulez. Donc, ses fournisseurs, éventuellement, des gens qui n'ont rien à voir, qu'on a vu tout à l'heure, et le client, parce que le client, parfois, on l'oublie. Pensons à certains produits comme Wikipédia, par exemple. Tout le monde connaît Wikipédia. Qui est-ce qui génère, qui est-ce qui fabrique le produit? Ce sont les clients, finalement, les informations. Et donc, on va créer, comme ça, un écosystème. Mais pour ça, il faut que ce soit ouvert. Pensons, je vais reprendre un exemple très connu, c'est tout l'écosystème Apple. L'écosystème Apple, Apple met à la disposition de qui le veut, on va dire, une plateforme technologique. Et cette plateforme va pouvoir se développer par l'apport de petites entreprises qui vont fabriquer des applis, comme on dit, qui vont être compatibles avec cette plateforme. Et donc cette plateforme-là est importante parce qu'elle permet de diffuser ces applis. Et ces applis sont indispensables parce que sinon, il n'est pas intéressant pour le consommateur d'acheter un iPhone. Alors vous dites qu'il y a 3 étapes. On a vu communication, collaboration et la troisième étape. La troisième étape, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Alors l'innovation, on y arrive grâce à la confiance. Ouais. Effectivement. La confiance, quand on commence à travailler avec quelqu'un, avant de travailler avec lui, on va se renseigner sur ce qu'il sait faire. On va chercher des références, souvent. C'est ce qu'on appelle les capacités. Et puis après, on aura confiance si on sent qu'il est plus ou moins disposé à notre égard. Ce qu'on appelle la bienveillance. Son propre intérêt mis à part, bien sûr. Et puis la troisième dimension, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il dit qu'il fait. Et ces 3 dimensions-là vont constituer la confiance. Et la confiance est indispensable parce que c'est ça qui va pouvoir accélérer tout le processus d'innovation. C'est-à-dire que quand vous faites innovation, quand vous travaillez avec quelqu'un, soit vous établissez un contrat avec lui, ça prend beaucoup de temps, alors tout le monde n'est pas toujours d'accord, il n'est pas nécessairement complet, ou alors vous l'embauchez, là vous allez le contrôler grâce à la hiérarchie, à chaque fois ça prend beaucoup de temps, ou alors vous savez que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, et donc les décisions vont se prendre beaucoup plus rapidement et plus sûrement. Le cluster, c'est un peu ce principe-là ou c'est quelque chose de différent encore? Ou bien est-ce que l'interpreneuriat peut s'inscrire dans le cadre d'un cluster, mais est-ce que ça ne se réduit pas non plus au cluster? Je vais prendre un parallèle dans la nature, puisqu'on parle d'écosystème. C'est celui de la canopée. Donc la canopée, tout le monde sait ce que c'est. C'est toute la faune, etc., qui vit à la cime des arbres. Voilà. Alors là-dedans, vous avez 2 choses. Vous avez l'environnement, ça s'appelle le biotope, et puis une série d'organismes vivants, ça s'appelle la biocénose. Et en fait, vous avez l'ensemble. Tout ça vit dans un équilibre étroit, et ce qui permet d'ailleurs à l'espèce de communauté, entre guillemets, de s'étendre et se développer. Tout ça à la cime des arbres. Alors un cluster, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des arbres et c'est la cime des arbres. Alors pour que l'écosystème prenne vie, il faut que l'interpreneuriat
émergent au sein d'un cluster. Et ça, c'est grâce à des activités qui parfois sont menées par le cluster, à savoir trouver des prétextes pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans des circonstances très différentes, soient amenés à mener des petits projets, parfois tout modestes, ensemble. Et petit à petit, de cela pourra éventuellement, et même souvent ça arrive, va pouvoir émerger quelques écosystèmes. Merci beaucoup Bruno Vreux, merci Guillaume Villon de Benveniste. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques.